Audience au tribunal. L'ex-présentatrice Angie Mock, accusée du meurtre de sa mère, a quitté la salle en larmes. Elle est accusée d'avoir tué sa mère en la poignardant plusieurs fois le soir d'Halloween. Et bienvenue, Angie Mock. Merci. Je suis tellement ravie d'être ici et j'ai hâte, vous savez, de me connecter avec vous tous là-bas à Saint-Louis. Selon Fox 2 à Saint-Louis, cette vidéo a été publiée sur leur chaîne YouTube il y a 10 ans. Cette histoire est une chute choquante d'une ancienne figure emblématique de la télévision du matin. Voici les dernières infos du tribunal, la possible défense et ce que l'on sait sur les raisons pour lesquelles elle aurait tué sa mère octogénaire, appréciée de tous. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Eh bien, cette affaire laisse beaucoup de gens se demander ce qui s'est passé. Que s'est-il passé dans la vie d'Angie Mock après qu'elle a quitté les informations télévisées? Que s'est-il passé dans une maison à Wichita, Kansas, le soir d'Halloween? Pour la première fois, les caméras de Law and Crime ont vu Angie Mock en salle d'audience depuis son arrestation. Son audience à Wichita, Kansas, a été brève. Elle a quitté le tribunal en larmes. Nous avons vu tellement de gens choqués qu'Angie Mock soit accusée d'avoir tué sa propre mère. Ces réseaux sociaux de l'époque télé, c'est une capsule temporelle d'une autre vie. Beaucoup se souviennent d'elle pour ses nombreuses apparitions dans les journaux télévisés locaux avant de quitter ce milieu. Après avoir été filmé volant les décorations de Noël de sa voisine, Voici la bande démo de Mock à la télévision. Elle est toujours en ligne sur YouTube. Et elle semble tellement différente de la personne qu'elle serait devenue. Concernant ce qui a été dit au tribunal et ce que cela implique pour son affaire, il y a une évolution importante. Nous en parlerons dans un instant. Mais d'abord, plongeons dans ce que nous savons sur Angie Mock, cette femme qui réveillait autrefois les gens le matin avec les informations et ce qui se passait dans leur communauté. Selon LinkedIn, Angie Mock a travaillé plus de 10 ans dans l'actualité locale. Ce métier paraît souvent glamour de l'extérieur, et de nombreuses photos la montrent à la télévision semblant mener une vie très glamour. Mais attention, ce métier exige beaucoup d'efforts pour réussir, et Mock s'est beaucoup investi dans sa carrière. Elle a commencé sur un petit marché en novembre 2002. C'était en tant que journaliste sportive à Lincoln, Nebraska. Elle a ensuite travaillé à Rochester, Minnesota, Missoula, Montana, Oklahoma City, puis à Saint-Louis, son plus grand poste. Elle a présenté le journal du matin de mars 2011 à février 2015. Ensuite, d'après son profil LinkedIn, elle s'est reconvertie dans la vente de logiciels. Au fil du temps, il semble qu'elle ait reçu énormément de soutien de sa famille, en particulier de sa mère. Une femme nommée Anita Avers a travaillé comme thérapeute clinique et familiale à Wichita, au Kansas. Sa biographie précise qu'elle traitait les adultes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles du spectre, de traumatisme, de troubles de l'humeur et de problèmes relationnels tels que conflits familiaux, infidélité, divorce, couple et mariage. Anita Haver semblait simplement être une mère fière. Sa photo de profil Facebook montre sa fille Angie Mock en reportage et une photo d'Anita Havers avec Angie Mock. Publiée en 2019, une thérapeute familiale et une présentatrice du journal du matin. Mère et fille rendent cette histoire difficile à comprendre. Selon la police de Wichita, le 31 octobre, Ce matin, à 7h51, des agents ont répondu à un appel concernant une attaque au couteau dans le bloc 1500 de East Crowley. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont rencontré dans la rue une femme blanche de 48 ans qui avait des coupures à la main. Les agents sont entrés dans la résidence et ont trouvé une femme âgée de 81 ans souffrant de multiples coups de couteau. Les deux ont été transportés dans des hôpitaux locaux. la police affirme qu'Angie Mock, l'ancienne animatrice souriante du Morning News, a tué sa propre mère en la poignardant à plusieurs reprises à l'intérieur de leur domicile. Une voisine a indiqué à la chaîne KAKE qu'Angie Mock se serait précipitée vers elle et son compagnon. Voici sa déclaration à la télévision. Une femme s'est approchée de notre véhicule, les mains couvertes de sang. Son corps était ensanglanté, elle demandait d'appeler le 911. La voisine a dit qu'Angie Mock avait pris leur portable, puis couru dans la maison, la décrivant comme effrayée. Sa mère, Anita Haver, vue ici l'enlaçant, a été emmenée d'urgence à l'hôpital. La femme de 81 ans est décédée, apparemment tuée par sa fille.
Voici maintenant la photo d'identité judiciaire d'Angie Mock. Son nom complet est Angéline. Elle a 47 ans et elle a été placée en garde à vue pour des accusations de meurtre au premier degré. C'est ce qu'elle affronte actuellement. Nous avons retrouvé les échanges du standard 911 lorsque Mock a appelé à l'aide. Et nous obtenons quelques informations à partir de cela sur ce que pourrait être la version de Mock. Oui. Intervention en réponse au code A1514 rue Charlie. La personne qui a appelé a poignardé sa mère. La mère a commencé à... Donc la personne qui a appelé a dû poignarder sa mère pour se sauver. La mère est une femme blanche, mesure 1m75, de forte corpulence. Affrontement à l'arrivée. Voulez-vous un... Maintenant, la partie clé que vous venez d'entendre, les opérateurs disent que Mock aurait dit quelque chose comme devoir prétendument poignarder sa mère pour se sauver. Donc est-ce qu'il semble que Angie Mock soutient qu'il s'agissait de légitime défense? Mock et sa mère ont été hospitalisés. La police a confirmé les coupures aux mains de Mock. On ignore encore si ces blessures sont qualifiées de défense. Il n'est également pas clair si Mock ou sa mère avaient des problèmes de santé mentale, ou si elles avaient déjà eu des problèmes auparavant. Tout type de problème de violence domestique. Nous n'avons pas pu trouver d'antécédents criminels pour Angéline Mock. Très bien. Êtes-vous mademoiselle Mock? Oui. C'était la première comparution de Mock au tribunal, selon KSN Télévision. Elle a adressé un sourire à quelqu'un en entrant dans la salle depuis la prison du comté pour une visioconférence avec le juge. Voici la seconde comparution de Mock devant le tribunal. Cette fois, elle était présente en personne dans la salle d'audience pour une audience préliminaire et les caméras de Law and Crimes étaient là. Nous avons vu Mock entrer. Elle portait une combinaison orange de prison. Cette audience a été brève, mais pourrait fortement influencer la suite de l'affaire. Lors de cette audience, sa défense a soutenu que l'affaire de Mock devrait être, je cite, retirée du rôle, ce qui signifie qu'elle ne serait plus active. Et le ministère public ne s'y est pas opposé. Son avocat avait demandé que Mock soit évaluée pour déterminer si elle était apte à comparaître devant le tribunal. À présent, nous ne savons pas grand-chose sur ce qui se passait dans la vie de Mock. Après avoir quitté les informations télévisées et les projecteurs, il n'est pas clair si elle a reçu un diagnostic de troubles mentaux. À la fin de cette audience, qui n'a duré que 5 minutes, nous avons vu Angie Mock se lever et être ramenée en détention. Et nous pouvions voir l'émotion sur son visage alors qu'elle était emmenée. Il n'est pas clair quand cette évaluation pourrait être terminée, ni ce qui pourrait se passer ensuite dans son affaire. Concernant la mère d'Angie Mock, Anita Haver, sa nécrologie la décrivait comme une femme de foi passionnée par le conseil. Haver était thérapeute clinique et familiale à Wichita. Sa biographie précise qu'elle traitait les adultes souffrant de dépression, d'anxiété, de troubles du spectre, de traumatisme, de troubles de l'humeur, et de problèmes relationnels comme les conflits familiaux, l'infidélité ou le divorce. Et dans sa nécrologie, il est également indiqué qu'une des personnes qui lui survivent est sa fille, Angéline Mock. Rejoignez-nous maintenant pour discuter de la suite possible de cette affaire avec Rich Schonstein, avocat plaidant. Merci monsieur d'avoir pris le temps d'être avec nous sur Law and Crime. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous frappe lorsque vous regardez simplement cette accusée, Angie Mock, et ce que nous savons d'elle à ce stade? Ouais, je pense que ce qui compte le plus, c'est ce que nous ignorons. Parce que nous n'avons pas vraiment d'idée sur la raison pour laquelle cela s'est produit, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il y a plusieurs coups de couteau entraînant la mort de quelqu'un, ça attire forcément l'attention. Quelque chose a dû très mal tourner, mais nous ne savons pas encore de quoi il s'agit. Nous ignorons si cela concerne sa santé mentale, sa relation avec sa mère ou autre chose. Mais quelque chose a dû vraiment mal se passer ici. Ouais, enfin, la façon dont je le vois, c'est... Quand elle était dans les infos à la télé, et il semble qu'elle ait quitté le métier vers 2017 ou quelque chose comme ça, c'est comme une personne totalement différente en 10 ans. Je veux dire, évidemment, le temps passe, les gens vieillissent, mais c'est juste que, vous savez, c'est une question tellement importante que voilà ce qui s'est passé dans sa vie pendant cette période. En examinant cette affaire, l'audience préliminaire a été très brève, et ils vont l'évaluer pour déterminer sa compétence. Qu'est-ce que cela implique? Et est-ce qu'elle pourrait réellement être jugée apte à comparaître, puisqu'elle fait face à cette accusation de meurtre au premier degré? Oui, donc la détermination de la compétence concerne vraiment le présent. Ce n'est pas une évaluation de l'aliénation mentale qui porte sur le fond des accusations contre elle. C'est une question de maintenant. Est-ce qu'elle comprend les accusations portées contre elle? Est-elle capable de participer à sa défense? Peut-elle communiquer efficacement avec les avocats?
Est-elle capable de comparaître devant le tribunal, de rester courtoise et de participer aux procédures judiciaires? C'est vraiment ce que le tribunal va essayer de déterminer en évaluant la compétence. Que se passerait-il si elle était jugée incompétente? Et si elle est jugée incompétente, en général, le tribunal suspendra la procédure pénale et ordonnera un traitement supplémentaire. Cela peut être en hospitalisation ou en ambulatoire. S'il y a des problèmes graves liés à son incompétence, elle pourrait, vous savez, potentiellement être internée. Dans certains cas, les gens retrouvent leurs compétences et ensuite le procès continue. Il y a tout un tas, il y a beaucoup de possibilités différentes. Quels sont les critères Fandei pour déterminer si quelqu'un est compétent ou non? Parce que quand on la voit au tribunal, vous savez, elle est en larmes, clairement très émotive. Et ça, c'est, vous savez, moi, vu de l'extérieur, on voit que c'est quelqu'un qui réalise la situation dans laquelle elle se trouve. Qu'est-ce qu'un médecin examine? Par exemple, quel est le seuil qu'elle devra atteindre pour être jugée apte à comparaître dans cette affaire? Eh bien, je pense que, enfin, ce serait peut-être une question un peu plus appropriée pour un psychologue, parce que je ne peux pas vraiment vous répondre en tant qu'avocat. Mais le fait qu'elle soit émotive au tribunal, en fait, pour moi, cela suggère qu'elle est compétente, parce qu'elle est bouleversée par la procédure. Elle devrait être bouleversée par la procédure. Sa mère est morte, elle l'a apparemment tuée et elle est jugée pour meurtre. Donc, si cela vous rend émotif, cela ne veut pas forcément dire que vous êtes incompétent. Encore une fois, je reviens à la question. Comprenez-vous la nature de ce qui se passe? Et si vous pleurez au tribunal, il se peut très bien que vous compreniez ce qui se passe. Ensuite, je regarde aussi ce que nous savons sur ce qui se serait passé à Halloween. Et il n'y a que 2 personnes qui savent ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Et l'une d'elles est décédée. C'était Anita Haver, la mère d'Angie Mock. Mais un voisin témoin affirme qu'Angie Mock a fui la maison en courant. Elle paraît effrayée, couverte de sang, et a demandé un téléphone pour appeler le 911. Comme l'émotion dans la salle d'audience, cela pourrait-il nuire à l'argument qu'elle n'est pas apte à comprendre ce qui s'est passé? Donc, quand on évalue la compétence, on ne regarde généralement pas l'incident en lui-même. Vous ne regardez que la situation actuelle. J'imagine que l'incident ici ne date que de quelques semaines, donc vous reviendriez peut-être en arrière. Mais oui, l'idée qu'elle ait fui, qu'elle savait qu'elle devait contacter les autorités, qu'elle ait appelé le 911, cela suggère un certain ancrage dans la réalité qui n'est peut-être pas de l'incompétence, mais peut-être qu'elle savait que quelque chose avait vraiment mal tourné. Mais je connais mal son état mental. Vous savez, certaines personnes passent très rapidement de la réalité à l'irréalité, d'une manière qui pourrait les empêcher d'être jugées compétentes, même si à un moment donné, elles comprennent ce qui se passe. Et en ce qui concerne non seulement son état mental, sur lequel nous n'avons pas beaucoup d'informations, nous ne savons pas non plus grand-chose sur les preuves que les procureurs auront contre elle, puisqu'elle est accusée de meurtre au 1er degré. Et je suis en train de consulter la plainte pénale ici, notamment les mots qu'ils utilisent en disant qu'elle a tué illégalement, intentionnellement et avec préméditation un être humain, à savoir Anita Havers, sa mère. Pour qu'il puisse prouver qu'il y a eu préméditation, quel type de preuve devrait-il avoir? Préméditation, n'est-ce pas? Donc, intentionnellement signifie qu'elle voulait la tuer. Elle n'était pas simplement en train de se défendre. Elle n'essayait pas seulement de la blesser ou de lui faire peur. Elle voulait la tuer. La préméditation signifie qu'elle l'a planifiée. Quel genre de preuve pourrait-il y avoir? Par exemple, si elle a obtenu une arme et l'a apportée à la maison, contrairement au fait qu'elle aurait simplement saisi quelque chose qui se trouvait déjà dans la maison. Vous savez, les gens font toutes sortes de choses de manière préméditée. Il pourrait y avoir des aspects financiers qu'elle n'a pas anticipés. Vous savez, si vous achetez une police d'assurance pour quelqu'un et que vous le tuez le lendemain, cela suggère une préméditation, que vous aviez prévu de le faire. Il y a toutes sortes de choses différentes. Si vous avez attiré la personne à l'endroit où vous l'avez tuée, cela suggère une préméditation. Je ne sais pas lequel de ces facteurs. Je ne sais pas quelles seront les preuves ici. Mais si, par exemple, la période où quelqu'un prévoit de tuer quelqu'un dure des semaines, il décide en combien de temps? Je ne dis pas que c'est le cas ici, mais en général, pendant des semaines,
quelqu'un décide de tuer cette personne à telle date. Comment cela se compare-t-il au fait qu'elle quitte la pièce et peut-être qu'elles ont une sorte de dispute, elle quitte la pièce, elle prend un couteau, puis revient directement dans la pièce et ensuite, soi-disant, attaque, vous savez, sa mère. Est-ce que c'est de la préméditation, même si ce n'est que quelques minutes? Oui, cela revient au jury, parce que nous séparons ces concepts, ce que nous appelons un crime commis sous le coup de la passion, ou un meurtre dans le feu de l'action, où quelqu'un craque et tue quelqu'un à cause de ce qui se passe, généralement un certain conflit et souvent impliquant des membres de la famille. On le voit souvent entre mari et femme, on le voit souvent lorsqu'il y a des accusations d'infidélité et on le voit parfois entre parents et enfants. Donc, si quelqu'un craque, il peut courir dans l'autre pièce, prendre une arme, revenir et commettre le meurtre. Mais s'il y a un laps de temps significatif et que l'on laisse au jury le soin de déterminer ce que cela signifie, on sort du cadre du coup de sang pour entrer dans la préméditation. Si vous avez l'occasion de vous calmer, alors vous allez passer à la préméditation. Si vous montez à l'étage et que vous fouillez dans vos affaires pour trouver l'arme appropriée, puis que vous redescendez, vous avez maintenant eu assez de temps pour réaliser en quelque sorte que ce que vous faites est fondamentalement mauvais et pour y renoncer. Et donc, ce genre d'opportunité de réflexion vous sortira de ce qui serait autrement un coup de folie. Et à ce stade, si elle devait avancer l'argument de la légitime défense, sa mère avait 81 ans et elle a été retrouvée inconsciente dans un lit. Angie Mock a 47 ans. Nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Il semble que seules elles deux savent ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison. Mais est-ce que ces facteurs extérieurs, comme le fait qu'elle ait 47 ans, que sa mère ait 81 ans, que sa mère était alitée, pour sa défense, quel type d'impact ces facteurs en général pourraient-ils avoir sur la façon dont un jury pourrait percevoir ce qui s'est passé à l'intérieur de la maison? Il est vraiment difficile d'imaginer un argument de légitime défense crédible ici parce que, exactement comme vous le dites, il y a une différence d'âge significative. Je suppose sans certitude qu'il existe aussi une différence de capacité physique. Donc, si vous aviez peur d'être blessé, vous pourriez courir et partir de là. Ou vous pourriez la poignarder une fois, n'est-ce pas? Quand il y a plusieurs coups de couteau, comme c'est apparemment le cas ici, cela semble aller au-delà de ce qu'une personne raisonnable pourrait considérer comme de la légitime défense, même s'il y avait une raison de vouloir se défendre. Donc, j'ai vraiment du mal à voir le moindre argument de légitime défense ici. Mais je ne sais pas ce qui se cache en dessous. Quels sont les facteurs dans cette relation mère-fille qui pourraient être révélés ou entrer en jeu lors de ce procès? Je veux dire, là, je spécule complètement, mais et s'il y avait un passé de maltraitance, on ne sait jamais vraiment ce qui va ressortir avant d'avoir vu certaines preuves. Quand je pense à la défense de la légitime défense qu'on a vue dans beaucoup d'affaires, où quelqu'un croit que sa vie est en danger et que la seule chose qu'il peut faire ou la seule option qu'il a à ce moment-là, c'est de recourir à la force létale. Comment... Et je ne suis pas vraiment sûr de la façon dont le Kansas considère cela, mais comment cela varie-t-il d'un État à l'autre concernant le droit que vous avez, en tant que personne en conflit, de recourir à la force mortelle? Dans ce cas, une femme de 81 ans a été poignardée plusieurs fois et retrouvée inconsciente dans son lit, selon la police. Eh bien, les lois Stand Your Ground varient beaucoup. Ce que font généralement les lois Stand Your Ground, c'est qu'elles éliminent l'argument selon lequel vous auriez dû faire demi-tour et fuir. Parce qu'une loi Stand Your Ground dit que vous n'êtes pas obligé de fuir, surtout si vous êtes dans votre propre maison, que vous avez le droit d'y rester et de vous défendre si vous êtes menacé. Mais vous devez quand même prouver qu'il existe une menace de blessure physique grave d'une certaine sorte. Vous devez quand même démontrer, pour pouvoir invoquer une loi Stand Your Ground, que vous étiez en danger. Sinon, cela ne s'appliquerait pas dans la plupart des cas. Lorsqu'un avocat de la défense se retrouve face à une affaire où il semble qu'il pourrait y avoir beaucoup de preuves, que cela pourrait être une montagne très difficile à gravir en ce qui concerne certains facteurs, et qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque cela ne s'est produit qu'à Halloween.
Et pour son avocat de la défense qui prend en charge cette affaire, je veux dire, quelles sont les premières étapes pour comprendre ce qui s'est passé lorsque vous commencez à élaborer la défense de votre cliente? Donc, je pense que la première chose que l'avocat de la défense veut faire ici, c'est évaluer la compétence. C'est important pour le tribunal, mais c'est aussi important pour la défense parce que vous devez savoir si votre client est apte à être jugé, vous devez savoir si votre client est compétent afin que les échanges que vous avez avec lui soient fiables. Si vous avez un client vraiment incompétent, il se peut que vous ne receviez pas d'informations utiles pour préparer la défense parce que vous ne savez pas si elles sont exactes ou non. Donc, je serai tout de suite très intéressé à déterminer si ce client est compétent, à la fois par ma propre évaluation et par une évaluation psychologique indépendante. Si ce client, si cet accusé est compétent, j'essaierai de comprendre pourquoi cela s'est produit, ce que vous et moi essayons de deviner, mais nous ne savons vraiment pas. Et ensuite, je penserai probablement à comment je pourrais négocier une sorte d'accord ici. Parce qu'il ne semble pas y avoir de contestation sur le fait qu'elle a tué sa mère. Cela semble évident d'après les circonstances, et cela semble être le genre de situation où il est peut-être possible de trouver un accord entre les prévenus et les autorités pour résoudre cela. Cela viendra seulement après avoir réglé la question de compétence. Combien de temps cela prend-il généralement? Et je sais que cela peut aussi varier d'un État à l'autre. Combien de temps cela prend-il une fois qu'un juge dit « D'accord, nous allons vérifier si cet accusé est apte à être jugé » pour arriver au point où vous avez réellement les informations nécessaires pour prendre cette décision? Je pense qu'il faut probablement quelques mois, il faut laisser du temps, parce que l'évaluateur doit évidemment s'asseoir avec la prévenue et l'analyser. Ils vont aussi parler à ses connaissances. Ils vont parler à l'avocat pour savoir comment se sont passées les interactions avec lui afin d'aider à déterminer si la prévenue peut participer à sa défense. Et rassembler tout cela dans une sorte de rapport. Je dirais environ 60 jours. Très bien. Nous verrons comment cela évolue. Il est encore tôt et de nombreuses informations doivent être publiées par les forces de l'ordre. C'est une affaire très triste, non seulement pour la victime, mais aussi en voyant la chute de quelqu'un qui menait une vie très différente il y a 10 ans. Merci Rich Schonstein, avocat au procès, d'avoir partagé votre point de vue sur Law and Crime. Ravi de vous voir. Prenez soin de vous. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.